Donc, en fait, quand Leslie nous a demandé de participer à cette table ronde sur l'accompagnement, la conduite de changement, l'accompagnement au changement, on a décidé en fait, de témoigner d'une expérience. On va aller vraiment sur une seule expérience pour essayer d'aller approfondir. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est un témoignage d'une approche processus, et en fait, c'est une mission qu'on a réalisée ensemble, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est encore plus que ça, puisque en fait, cette mission nous a vraiment beaucoup questionné sur nos propres processus. Et de fil en aiguille, en fait, ça nous a amené à formaliser nos processus de travail, les expliciter, jusqu'à en rédiger un article dans l'excellente revue Transversus du Club des pilotes de processus. En fait, donc, notre propos, ce que nous avons tenté de faire, c'est un exercice assez difficile, c'est d'arriver à formaliser nos processus métiers d'accompagnement. Et vous allez retrouver des liens avec ce que viennent de dire Fabrice et Nicolas. C'est finalement cette partie-là du management, de la conduite de changement qu'on a essayé de formaliser. C'est un exercice sur lequel on se lance et on a vraiment besoin de vous justement pour nous confronter, pour nous interroger. Notre propos ici, c'est vraiment de partager avec vous ce qu'on a vécu, ce qu'on peut en dire et d'avancer sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qu'il est difficile de traiter autrement que par l'expérience. Le risque que l'on prend quand on en parle, c'est que quand on l'écrit, c'est que ça devienne très creux. J'espère donc qu'on va réussir à vous intéresser. On est 2 pour ça. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Alors, on a choisi donc une expérience et en fait, on a choisi donc une réalité. Et évidemment, une réalité, c'est notre façon de voir cette réalité, qui est cette entreprise, qui est une mutuelle d'assurance, dans laquelle donc on est intervenus toutes les 2. Cette mutuelle d'assurance, en fait, souhaitait, à l'époque, transformer ses processus managériaux. Et si on descend d'un cran les objectifs de cette entreprise-là, c'est en fait, elle souhaitait une nouvelle posture managériale pour ses managers, et puis création d'une communauté managériale. Je suis assez brève sur la présentation parce que je pense qu'il va être intéressant, c'est les échanges après entre nous. Donc après, on pourra vous donner d'autres éléments du contexte. Mais là, on va faire vraiment simple. Donc, une mutuelle, l'objectif, la demande, c'est transformer les processus managériaux de nos managers. Et donc, une nouvelle posture managériale, et puis création d'une communauté managériale. Et en fait, ce qu'on a proposé, nous, comme méthode, c'est de faire expliciter aux 500 managers, puisqu'il s'agissait de 500 managers, leur processus de réalisation, qui sont des processus de management, mais en fait, de réalisation. Et dans ce souci, donc dans cet objectif de leur faire expliciter leur processus de management, en fait, le livrable devenait un référentiel de leur pratique managériale réelle. Donc voilà. Quelques mots encore pour quelques éléments de contexte, et puis après on aura nos échanges. Donc, les éléments de contexte, en fait, dans le cadre de ce travail-là, donc 500 managers organisés en 50 groupes de 10 managers, avec un délégué dans chaque groupe. Chaque groupe est accompagné donc par un consultant et guidé par un consultant. Et le boulot, c'est au bout du bout, 2 ans dans la réalité, au bout du bout, qu'il y ait ce fameux référentiel qui sorte. Lorsqu'on commence, et avec le client, c'est OK, c'est clair, en fait, on ne sait pas quel sera le contenu, on ne sait pas quelle sera la forme. Mais on sait qu'il y aura un référentiel. Alors, encore quelques éléments d'organisation, de cadre. Donc, organiser, c'est 2 fois 2 jours de travail pour chacun. Donc, ça fait 6 jours de travail. 6 jours en salle pour chacun des participants à 10.
dans la salle. Et nous, on demande en fait 4 niveaux hiérarchiques, et c'est là que ça commence déjà à travailler, vous imaginez. On est dans une entreprise très hiérarchisée. Hein. Donc 4 niveaux hiérarchiques, donc ça c'est pour le bottom-up, et puis les métiers, tous les métiers. Donc ça c'est pour la transversalité. Et voilà, le projet démarre. Nous, ce qui nous semble... Alors, si on se met maintenant de notre côté, dans notre processus de réalisation, les inputs, si vous voulez, c'est ce fameux cadre, les éléments du cadre là, que je viens de vous donner, et on considère, nous, en ayant réfléchi à la situation, c'est à la fois nos postulats et à la fois notre posture. Ensuite, il y a la boîte noire, il y a eu le boulot les 2 ans, et à la sortie, effectivement, dans la réalité, un référentiel de pratique, leur référentiel a été écrit, formalisé et fêté comme il se doit dans une grande convention d'entreprise. Alors, on revient sur les inputs, finalement. Parce que je vous ai dit, en fait, il y a le cadre, je vous ai donné quelques éléments. Je voudrais succinctement vous donner quelques-uns de nos postulats et puis quelques éléments de notre posture. Alors, nos postulats par rapport, on revient à la question de l'approche processus, c'est en fait la création de valeur business est dans l'intelligence collective. Point 1. Point 2, c'est l'organisation C. Alors quand on dit ça, ça veut dire que nous savons que les managers savent ce qu'ils font, connaissent leur métier et savent comment faire pour que ça marche bien. En fait, c'est ça. Et on le pose et on le vit, on l'expérimente. Le troisième, puisqu'il y a trois postulats qu'on a évoqués là quand on a préparé cette table ronde. La troisième, c'est nous sommes certaines que c'est notre façon de travailler dans les groupes qui injecte les conditions du changement. Alors, l'ouverture, la fluidité, la compréhension des différents enjeux, c'est mettre en place cette possibilité d'ouverture, cette possibilité de fluidité, cette possibilité de compréhension des différents enjeux, etc. On aura sûrement l'occasion d'en parler de façon un peu plus précise. Donc, input, le cadre, nos postulats, et puis notre posture. Alors, notre posture, c'est là où c'est extrêmement difficile. Je pense qu'on s'est engagé dans quelque chose de vraiment très difficile, mais on va y arriver grâce à vous. C'est en fait notre posture, si je vous donne les éléments de notre posture comme ça, vous allez dire, attendez, tout ça pour ça, moi je vais à la FNAC, j'achète un bouquin à 10 € et puis c'est écrit dessus. Hein. On va dire, notre posture, c'est questionner, faire préciser, c'est écouter, c'est être attentif au jeu de pouvoir, c'est être sûr que les choses qui se disent arrivent à un niveau de sincérité. C'est laisser faire les silences, laisser faire aussi les tensions, aller les interroger. Tout ce qu'on a mis sur la rubrique posture, en fait, c'est tout simplement nos processus de communication qui sont en jeu de notre part. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire et Céline va compléter cette intervention. Merci Isabelle. Alors, je me rends compte combien l'exercice est difficile. Peut-être que moi, je vais en complément venir éclairer deux points. Et le premier... en fait, il a commencé à être évoqué dans la table ronde précédente, c'est la notion de sens. Il y avait 4 intervenants qui ont placé au cœur de leurs paroles cette notion de sens. Et puis le deuxième point sur lequel je vais compléter les propos d'Isabelle, c'est celui qui est en train d'émerger là depuis tout à l'heure sur la notion de commun. Et peut-être effectivement... ce que nous avons de commun, et je me permets de reprendre les propos de Nicolas, c'est de partager un point de vue, c'est de partager un vécu. Alors, je vais démarrer mon premier regard sur la notion de sens. Et nous avions été surprises avec Isabelle quand nous avions commencé à chercher à réfléchir qu'est-ce qui donne du sens de l'action aux gens. Et là, nous sommes remontés très loin
Et nous sommes remontés, alors je suis désolée parce que ça fait un peu prétentieux, à une éthique du consultant. Et peut-être en préambule, pour introduire ce que signifie pour nous cette éthique du consultant, de l'accompagnant, que ce soit en interne ou en externe, dans cette approche par processus, je voudrais partager ce qu'évoquait tout à l'heure, là encore, pardonnez-moi Nicolas de reprendre vos propos, mais Nicolas il a dit dans le changement, on prend la dimension émotionnelle. Alors moi je voudrais dire que je suis émue ce soir d'être dans l'université de Jean Moulin. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un homme qui m'a permis de me construire dans mon enfance et dans mon identité d'intervenante. Pourquoi? Grâce à sa vision du monde et à ses actes. Et en tout cas, nous nous sommes fait, nous avons interprété le message, ou j'ai interprété, et ensuite en tant que consultante avec Isabelle, son message pour nous, c'est peut-être de dire « la vie est précieuse, infiniment précieuse ». Et c'est la raison essentielle pour laquelle nous nous inscrivons dans une communauté humaine. Alors, peut-être que cette réflexion sur l'éthique du consultant, pour nous, avec Isabelle, c'est le premier acte d'accompagnement qui est posé. C'est-à-dire que, en fait, elle permet de replacer l'homme au cœur de notre travail. Et dit autrement, cette éthique du consultant, elle pose le principe que la vie avec les autres, c'est un désir et non un calcul. Alors, positionner le consultant là, ou l'accompagnement en interne, à ce niveau-là de la relation, ça permet d'être en lien de façon juste avec le dirigeant. Fabrice en parlait tout à l'heure, en fait. Le dirigeant ou le commanditaire, et c'est de rentrer en résonance avec ce que nous appelons avec Isabelle la dimension politique de la fonction d'un dirigeant. Il n'y a pas d'accompagnement au changement si on ne sait pas articuler avec la dimension politique d'un dirigeant. Ou alors, en tout cas, ça ne correspond pas au sens que nous mettons d'une notion d'accompagnement au changement. Et engager un accompagnement au changement à la transformation métier, business d'une entreprise, c'est avoir conscience que les êtres humains, comme l'écrit Bertrand Vergely, qui est un professeur philosophe, que les êtres humains sont des êtres de chair et de sang et non des abstractions. Et je crois que cette dimension politique et cette éthique du consultant, elle nous ramène, et tout à l'heure Fabrice l'évoquait, au principe de réalité. Nous travaillons avec des êtres de chair et de sang, et pas avec des objets. Et ce retour, ou cet aller-retour entre l'éthique du consultant et la dimension politique d'un dirigeant, elle permet soit de sortir d'un accompagnement, parce qu'effectivement on a vu le taux d'échec, s'arrêter à temps, en tout cas pour ne pas s'oublier soi-même, soit de ne pas rentrer dans un accompagnement. Et peut-être que tout à l'heure, Nicolas évoquait la notion de prérequis, et pour clore ce premier point partagé avec vous, Isabelle et moi, notre premier prérequis symbolique pour construire l'intelligence collective, c'est de dire que l'autre est une réalité humaine et non une abstraction. Voilà. Donc ça, c'est le premier point que je voulais préciser. Et puis, peut-être de façon, après, un peu plus technique. Alors, Isabelle a dit, effectivement, ce sont des postures, ce sont des outils, ce sont des méthodes, une démarche. C'est ce que nous entendons depuis tout à l'heure, 2 heures. Et toujours dans ce fil rouge, au fond, pour nous, dans cet accompagnement au changement, qui est de créer les conditions de l'émergence et de la construction de l'intelligence collective, parce qu'elle ne se décrète pas, l'intelligence collective, dans une entreprise, elle se construit. Nous travaillons particulièrement dans nos accompagnements au changement à créer les conditions de développement de la compétence relationnelle. Et cette compétence relationnelle, le postulat de base, c'est de dire les individus, ils ont naturellement la capacité à se mettre en relation avec les autres. Voilà, nous sommes des êtres grégaires, pas toujours très efficaces, on le voit bien à l'heure actuelle, mais on parle d'attractivité d'autrui. Voilà, là je jargonne un peu, j'aime pas trop, mais en tout cas dire qu'on a envie d'être avec l'autre, c'est déjà beaucoup plus simple.
Et finalement, c'est quoi cette attractivité d'autrui ? C'est la capacité à s'accorder à l'attitude de l'autre, et ça on sait faire. Et on a vu depuis 40 ans, comme dit Monsieur Dupuis, la faillite des accompagnements managériaux. C'est-à-dire que oui, là on va se mettre d'accord sur comment on parle, mais il y a quelque chose derrière, un deuxième point sur lequel peut-être on n'y pense pas toujours, c'est la capacité à s'accorder au vécu de l'autre. Et tout à l'heure, je disais, mon deuxième point, c'est d'aller rechercher ce qui est commun entre nous. Et qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qu'a construit cette démarche de Pilot-Pro ? C'est de créer les conditions pour que dans nos différences, dans nos singularités, nous puissions rentrer en résonance dans ce qu'il y a de commun. Et ça nous semble essentiel avec Isabelle. Tout à l'heure, Fabrice parlait de la stabilité, en fait, et de s'appuyer sur la stabilité pour construire du changement, quelle que soit la réalité. Et bien, s'il y a quelque chose qui est stable, c'est quand nous avons cette réalité commune. Et cette réalité commune, elle est effectivement dans ce vécu. Alors, c'est vrai que cette capacité, elle est variable selon les personnes, selon les circonstances, selon les lieux. Et comment nous faisons de façon un peu plus technique dans ces groupes de travail ? On va la travailler à partir du partage d'expériences. Ce vécu, c'est quoi ? C'est du partage d'expériences. On ne commence pas à dire à l'autre « il faut que tu ailles là », sans lui rappeler ce qu'il fait déjà et ce qu'il fait bien et comment il pourrait déplacer un tout petit peu sa façon de faire ou sa façon de penser ou sa façon d'être. Parce qu'effectivement, du lieu de l'accompagnement au changement, ça va se traduire par de nouvelles façons de faire, de nouveaux comportements humains et aussi de nouvelles façons de penser. Pour moi, il n'y a pas de changement émancipateur, enfin pour nous, sans émancipation de pensée. Voilà. Et c'est dans ce vécu partagé, commun, que la rencontre entre les équipes, les enjeux stratégiques de l'entreprise, les nouvelles connaissances, peut se faire de manière anticipatrice une évolution de l'organisation. Je vais le dire comme ça. Alors, finalement, qu'est-ce que produit ce sentiment partagé ? Quelque chose qui nous est tous commun, c'est un sentiment d'appartenance. Et c'est le désir d'être ensemble. Il n'y a pas d'équipe qui produise quelque chose de l'ordre du merveilleux s'il n'y a pas de désir d'être ensemble. Et pour moi, pour nous, il n'y a pas de compétences relationnelles performantes, efficaces, sans ce sens commun de l'autre. Et finalement, pour développer ou faire évoluer les paradigmes sur la notion de relation, on peut s'inscrire peut-être soit dans une relation utilisatrice uniquement, et on va plutôt être dans des relations de pouvoir, d'enjeux, je vais dire des gros mots, mais narcissiques, égotiques, ou alors être dans une relation de co-construction avec l'autre. Mais le fondement même à ça, c'est un vécu commun. Voilà, je vais m'arrêter là et repasser la parole. Merci.